Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, je suis Dieudonné Yanguenon, chef de projet à Kaikai et membre de la commission communication de la communauté e-santé du Sénégal. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 40e numéro du Café e-santé, qui est un webinaire qu'on fait régulièrement afin de débattre sur les sujets liés à la santé numérique pour pouvoir promouvoir non seulement la santé numérique, mais permettre aussi à des personnes extérieures à ce domaine ou des sympathisants de pouvoir mieux apprendre sur ce domaine et s'y intéresser. Aujourd'hui, nous allons débattre autour d'un thème, la formation en santé numérique en Afrique de l'Ouest, et analyser renforcer les capacités des différents acteurs, que ce soit les professionnels, les étudiants ou les différentes personnes qui sont intéressées par le domaine. Donc, pour parler autour de ce thème assez intéressant, nous avons l'honneur de recevoir 4 invités. D'abord, nos panélistes, docteur ou professeur Cheikh Oumar Bagayoko, qui est professeur titulaire en informatique médicale, directeur de DigiSanté Mali. Monsieur Moustapha Der, enseignant-chercheur en génie logiciel à l'ESMT et responsable du master management de la technologie d'information pour la santé. Docteur Innocent Martial Nana, qui est consultant formateur en santé digitale, président de la CIBIM en Côte d'Ivoire. Et enfin, pour ce panel, nous aurons l'honneur d'avoir monsieur Papa Alimou Sokna, Senior Technical Officer à PAF. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, nous allons faire une brève introduction de la communauté e-santé pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Alors, c'est quoi la communauté e-santé? La communauté e-santé existe déjà depuis 2018. Donc, c'est une communauté qui a été mise sur pied au Sénégal avec plus de 60 acteurs, que ce soit des ONG, des startups de santé numérique, des entreprises, des membres du gouvernement ou bien des personnes individuelles qui travaillent dans le domaine de la santé numérique et de la santé en général. Donc, aujourd'hui, nous avons fait plus de 37 événements, donc notre 40e autour de la e-santé en Afrique et au Sénégal. Nous avons une 60aine de membres sur notre WhatsApp et d'autres continuent de nous rejoindre. Et dans notre mailing list, nous avons plus de 160 membres qui sont régulièrement informés de nos différents événements. Donc, nos objectifs sont l'expérience, partage d'expérience et de savoir autour de la santé numérique, mais aussi agir collectivement pour une utilisation efficace et responsable du numérique dans la santé, non seulement au Sénégal, mais aussi en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la communauté santé tend à s'étendre, à pouvoir s'appuyer sur des membres actifs qui vont lui permettre de s'inscrire sur une durée encore plus longue. C'est pourquoi nous avons mis en place des commissions. La commission renforcement de capacité, l'idée par Papa Aliou Sokna, qui est notre modérateur aujourd'hui. Nous avons la commission innovation et développement de projets, l'idée par M. Mamadou Mbalo Diallo. La commission communication, dont je fais partie, qui est l'idée par Mme Aïssa Toussal. La commission renforcement des partenariats, l'idée par Mamadou Tigo. Et enfin, la commission renforcement de la gouvernance et de l'organisation, l'idée par Nils Kaiser. Donc, nous cherchons toujours des gens qui sont prêts à s'engager dans ces différentes commissions-là, que ce soit pour le partage d'expérience, que ce soit pour l'idée et l'organisation d'événements comme celui-ci en relation avec le thème de leur commission, ou que ce soit pour partager autre chose, des expériences, des opportunités. Donc, nous sommes toujours ouverts aux candidatures pour les différentes commissions. Donc, je vais vous présenter rapidement le contexte avant de vous laisser avec notre modérateur. Le contexte, c'est la santé numérique qui est au cœur des stratégies de transformation des systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, pour accompagner cette dynamique, donc, nous devons renforcer les compétences des acteurs à travers des formations qui sont accessibles, mais aussi contextualisées
et durable, contextualisé, c'est-à-dire adapté au contexte africain. Donc, ce café e-santé a pour objectif de mettre en lumière les initiatives de formation en santé numérique dans la région et aussi favoriser le partage d'expériences et réfléchir aux leviers pour renforcer les capacités dans ce domaine-là. Donc, voici une brève présentation de nos intervenants. Monsieur Moustapha Der, il est formateur de l'UIT en gouvernance des données en Afrique, auteur de 2 livres sur le génie logiciel. Il est aussi enseignant-chercheur à l'USMT et coordonne plusieurs masters en ligne et en data science, IA et santé numérique. Donc, il pilote notamment le master en technologie de l'information pour la santé, qui est en co-diplomation avec l'UCAD, le groupe 3IL et l'INP de Grenoble. Le professeur Cheikh Oumar Bakayoko, qui est professeur titulaire en informatique médicale et directeur du Centre d'innovation et santé digitale DigiSanté Mali. Et il enseigne à l'Université des sciences et technologies, sciences techniques et technologies de Bamako, l'USTTB. Et il supervise notamment la formation des e-santé. Enfin, notre dernier intervenant, Dr Martial Nana, qui est consultant formateur en santé digitale et président de la Société ivoirienne des biosciences et informatique médicale, CIBIM, membre aussi de la coalition REF Informatique in Africa, ELINA. Donc, je vais vous introduire notre modérateur du jour, Monsieur Pape Aliou Sokna, qui est senior technical officer à PAF. Donc, Monsieur Sokna a un master en santé publique et à l'université S en Marseille. Et au sein du PAF au Sénégal, il supervise la coordination de toutes les activités liées à la surveillance des maladies à potentiel épidémique et à la mise en œuvre des systèmes d'information sanitaire au sein du programme CSSA. Donc, il est également chargé d'apporter un soutien technique à la mise en œuvre du THIS2 dans les pays francophones et dans certains pays anglophones. Donc, je le laisse introduire lors des présentations et pouvoir diriger la prise de parole des différents panélistes. Monsieur Sokna, je vous laisse le floor. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné. Et bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire sur la formation en santé numérique en Afrique de l'Ouest. Je me présente encore, c'est Papa Aliou Sokna et j'ai le plaisir de modérer notre discussion d'aujourd'hui. Pour ce webinaire, nous avons la chance d'accueillir 3 experts en la matière, à savoir Monsieur Moustapha Der, professeur Cheikh Oumar Bakayoko et Dr Martial Nana. Nous allons explorer les enjeux de la formation, les initiatives existantes et les défis pour l'avenir. Et n'hésitez pas aussi à poser vos questions dans le chat. Nous y reviendrons en fin de session. Nous allons commencer par notre premier panéliste, qui est M. Moustapha Der. Donc, je vous donne la parole. Vous pouvez partager votre écran. Monsieur Der. Merci à tous. Et je vais commencer par dire bonjour à tout le monde. Hein. Donc, je vais également féliciter l'équipe qui travaille autour de ce projet de e-santé. Donc, permettez-moi de saluer tous ceux qui sont présents avec nous pour ce panel. Je me présente, je m'appelle Moustapha Der, je suis enseignant-chercheur à l'USMT, donc notamment je suis également responsable pédagogique de programmes que nous avons chez nous et dont l'un parle de technologie de l'information pour la santé. Et ce programme-là maintenant que nous avons, c'est un programme qui a été lancé en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop, notamment la FMPO, la faculté de médecine, et également INP Grenoble.
du côté de Grenoble maintenant, qui est un des pionniers en termes de santé digitale en France. Maintenant, d'abord, je vais commencer par le contexte et les motivations qui ont fait que ce programme a été lancé. Sous l'impulsion conjointe, donc, du professeur Kora, qui est notre DFR, c'est lui qui est le directeur de l'enseignement, de la formation et de la recherche à l'SMT, et de Dr Adam Saleh, qui est le DG de l'SMT. Cette formation a été lancée avec clairvoyance et anticipation. Pourquoi? Parce que elle répond aux besoins stratégiques de développement des compétences numériques dans le domaine de la santé, tant au niveau national que régional. Ça, il faut également le remarquer. Ça veut dire que dans ce cas, maintenant, la transformation numérique du secteur de la santé est aujourd'hui une nécessité vitale pour nos pays. Nous faisons face à des défis majeurs, à savoir la pénurie de spécialistes, l'éloignement géographique qu'on peut aussi constater également, mais aussi les lourdeurs administratives qui existent. Face à cela, les technologies de l'information offrent des solutions puissantes, mais encore faut-il avoir des ressources humaines capables de concevoir, adapter et utiliser ces technologies dans le contexte africain. C'est ce qui a fait qu'on a jugé utile de lancer cette formation afin de capaciter les acteurs du métier à les outiller à pouvoir piloter la transformation numérique du secteur de la santé. Ça, c'est en revenant sur la partie contexte et motivation. Maintenant, il va de soi que quand on parle de création de programmes, ça veut dire que, a priori, en amont, il faut savoir que la formation ne s'est pas faite en base close. Pourquoi? Parce que nous avons consulté plusieurs acteurs, des médecins, des informaticiens, hospitaliers, des directeurs d'hôpitaux et même des responsables des ministères de la Santé à travers des conseils scientifiques et pédagogiques qui regroupent maintenant tous les experts métiers avec des professeurs de classe exceptionnels des universités aussi. Et de ceci maintenant, pourquoi? Parce qu'on voulait pouvoir identifier de façon claire les compétences nécessaires pour répondre aux défis réels sur le terrain, mais également ce qui a permis de connaître les réalités du métier et de concevoir une formation collée à la réalité du secteur de la santé en Afrique de l'Ouest. Maintenant, qu'est-ce qui est visé à travers cette formation? En termes d'objectifs, notre ambition est de donner des leaders de la santé numérique en Afrique, des professionnels capables de concevoir des systèmes d'information hospitaliers, de gérer des projets de télémédecine ou encore de contribuer à la protection des données de santé. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser les outils, mais aussi d'avoir une vision stratégique et éthique de la transformation numérique du secteur. Maintenant, qu'est-ce qui est visé à travers cette formation? Cette formation s'adresse à un public varié, mais avec un point commun. Travailler dans un ou plusieurs dans le secteur de la santé, mais santé numérique. Nous avons des médecins qui interviennent dans le programme. Nous avons également aussi, et si je prends les statistiques de nos auditeurs, la moitié est composée de médecins. L'autre moitié est composée maintenant de techniciens, à savoir des ingénieurs qui ont fait la formation en informatique, bien qui ont fait des cursus liés à la santé. Exemple, dans le domaine de tout ce qui est biomédecine. Donc, ça, c'est important. Mais aussi, nous avons également aussi des professionnels engagés qui ont le profil pour faire cette formation. Maintenant, quel est le contenu? Comment ça a été fait? Donc, il faut voir que dans ce cas-ci maintenant, pour financer cette formation, qu'est-ce qu'on a fait? Ce programme maintenant donne des compétences pluridisciplinaires avec un équilibre entre la science médicale, les sciences médicales et tout ce qui est technologie de l'information. Ça veut dire que nos étudiants maintenant apprennent, par exemple, à gérer un dossier patient électronique, à concevoir des systèmes interopérables, à utiliser l'intelligence IA pour la santé tout en intégrant les enjeux de cybersécurité et de confidentialité des données, ce qui est très important.
Maintenant, en parlant de modalité pédagogique, nous avons une formation qui a des étudiants qui sont un peu partout en Afrique. Nous avons des Sénégalais et des non-Sénégalais. Ça veut dire que dans ce cas maintenant, pour cela, on a une formation qui se fait 100% en ligne. 100% en ligne. Ça veut dire qu'on a opté pour un format flexible, adapté aux professionnels. Les cours se font 100% en ligne avec quelques sessions intensives en synchrone, le reste en mode asynchrone. Et là également, nous avons des projets pédagogiques qui s'appuient sur des cas réels et nous avons également des partenaires à réaliser plutôt, des agences nationales et des standards, des startups. Okay? Donc, ça veut dire que dans ce cas-ci maintenant, les enseignants que nous avons également viennent de profils différents. Parce que j'ai dit tantôt que nous avons des étudiants qui sont un peu partout. Mais également, on a également des enseignants aussi qui sont un peu partout. Je prends un cas très simple. Il y a un volet qui est géré par INP Grenoble, côté enseignement, un volet qui est géré par la faculté de médecine et un volet qui est géré par nous, SMT. Mais à part ça aussi, on a des enseignants aussi qui sont aux États-Unis, d'autres qui sont en France, d'autres qui sont en Allemagne et d'autres qui sont également dans les pays africains. L'autre point maintenant qui suit maintenant, c'est quel est l'impact sur les praticiens pour cette formation-là? Cette formation maintenant vise à promouvoir les praticiens. En faisant quoi? Donc, ces praticiens maintenant qui font cette formation voient une transformation dans le quotidien. Ils comprennent mieux les enjeux numériques, ils participent activement au projet de transformation et surtout, ils deviennent force de proposition dans le ce qui est très important. Ils contribuent également à améliorer la qualité des soins, à sécuriser les données et à renforcer l'efficacité organisationnelle de la structure d'accueil. C'est très important. Pourquoi? Parce que demain, ils sont appelés à, à prendre des décisions ou bien à être éléments de l'équipe qui prend des décisions. Maintenant, si je prends la partie témoignage, réalisation, je prends un cas très simple. Donc, comme je l'ai dit, les étudiants qui font cette formation, ils ont la possibilité maintenant de commencer après d'aller connaître à Grenoble. Je prends la première promo. On est à la quatrième promo présentement. La première promo, on a 2 étudiants qui étaient partis. Et l'un d'eux a eu son contrat d'embauche, alors qu'il était en immersion. Juste pour montrer la qualité de ce qui se fait pour cette formation-là, qui prend compte des enjeux et qui permet de faire des transformations locales, visibles et mesurables, qui nous confortent maintenant dans l'importance de cette formation. Autre point également que je voulais signaler maintenant, c'est la partie concrète et perspective. Donc, à ce niveau maintenant, la santé numérique ne se développe pas sans ressources humaines qualifiées, locales et engagées. Donc, notre master maintenant contribue à poser les bases dans l'écosystème africain souverain et durable. Mais nous avons besoin d'amplifier ce mouvement, plus de partenariats, plus de soutien politique, plus d'investissement. Ensemble, nous pouvons bâtir une santé numérique qui répond aux réalités de nos pays. Sur ce, je vais rendre la parole à M. Sornan, en attendant maintenant le reste des discussions et des questions. Merci, M. Sornan. Merci beaucoup, Monsieur Der, et vraiment félicitations pour cette brillante présentation et aussi nous présenter un peu le contenu de la formation offerte par l'ESMT. Je pense aussi que c'est une école de formation de qualité et merci beaucoup pour vraiment cette présentation. Et je signale aussi aux participants de continuer à poser leurs questions dans le chat. On y reviendra en fin de session. Nous allons passer au deuxième panéliste, qui est le professeur Cheikh Omar Bakhayokho. Merci au professeur de partager son écran. À vous.
Professeur, vous nous entendez? Oui, bonjour à tous. Désolé, le micro était fermé et je le croyais ouvert. Bonjour à tous. Je vais partager l'écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, vous Ok. pouvez juste passer en mode de présentation. Je pense que je suis passé en mode présentation, en tout cas chez moi. OK. Vous, ça va? Ça va ou pas? Oui, vous pouvez y Ok. aller. Ça Ok. va. Ok. Ok, ben, bonjour à tous. Merci encore une fois pour cette initiative et puis nous avoir invités pour présenter notre modeste expérience en termes de formation en santé numérique. Donc, je passe mon bonjour au passage à toute l'équipe du Sénégal, dont je connais la plupart, mais aussi à mon ami Innocent Nana de Dakar, ainsi qu'à Michel Der, que je viens de connaître. Alors, en termes de formation, je pense que lors de la préparation, on m'avait demandé aussi de dire un mot sur notre centre au niveau du Mali. Alors, le Centre d'innovation et de santé digitale, DigiSanté Mali, a été créé en 2018 par l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako sur la base du fait que la santé numérique elle est transversale. Donc, le centre est rattaché à l'université. Donc, ça veut dire un peu au-dessus des deux facultés, faculté de médecine et de pharmacie. Donc, pour être vraiment un outil qui est transversal. Pour les missions, les principales missions, c'était d'essayer de mettre en place une formation appropriée, mais aussi adaptée en santé digitale. Parce que lorsqu'on parle de formation, des fois, on peut faire toutes sortes de formations, mais nos réalités et technologiques et nos réalités en termes d'état d'avancement de la santé numérique peuvent être différents, même si les bases méthodologiques doivent être enseignées de la même manière, quel qu'en soit le pays où on se trouve. De soutenir d'autres types de formations aussi pour l'usage du numérique au niveau des facultés, médecine et pharmacie, par exemple, mettre en place des environnements numériques, des travails, des serveurs pédagogiques qu'on a fait pour les deux facultés, promouvoir l'innovation, la recherche et le développement sur les outils qui sont adaptés, mais aussi alignés aux politiques de santé du pays, accompagner les structures gouvernementales et d'autres organisations, surtout en termes d'expertise en matière de conduite du changement, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de technologie, mais qu'on le veut ou pas, la technologie, elle est mature. Ce sur quoi nous devons beaucoup travailler, c'est le changement, la conduite du changement, parce que le numérique, surtout dans le domaine de la santé, va bouleverser la façon de travailler des gens. Donc, en ce moment, il faut les accompagner par des mesures de façon continue. Et appuyer aussi les autorités universitaires dans le cadre du développement des partenariats, de faire en sorte comment la santé publique peut être liée à l'université, mais à travers l'utilisation du numérique aussi. Et enfin, de développer les partenariats académiques en santé. S'il vous plaît, professeur. Oui. On est toujours sur la première diapositive. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes en train de... Je suis sur la première diapositive, oui. OK. C'est une formation en santé numérique. Oui, exactement. Non, la première diapositive. Vous êtes sur la première diapositive? Non. Je suis sur la seconde. Voilà. Là, on est sur la seconde maintenant. Oh. OK. En fait, quand je passe en mode diapositive, peut-être là, c'est bon? Oui, on est sur la deuxième. Mais je pense que après, oui, si vous passez à la troisième, je ne sais pas, est-ce que nous allons avoir... parce que la présentation n'est pas en mode diapositive au niveau de nos écrans. Hein? Oui, parce que... Bizarre. Oui. Attendez, désolé, je vais peut-être partager plutôt l'écran au lieu de la fenêtre. D'accord. On va voir, ça change quelque chose. OK.
Là, vous voyez? Oui, voilà. Là, c'est parfait. Merci beaucoup. OK. Bien. Donc, j'avais presque fini cette première diapositive, mais c'était la présentation du centre, donc je vais passer dessus. Donc, avec comme mission de formation, nous avons essayé de mettre en place deux types de formation, donc qui est complété par un autre type qui est plutôt du domaine de la recherche. Donc, la première formation que nous avons mis en place, c'est le diplôme interuniversitaire, mais c'était une formation qui a été mise en place en collaboration avec l'Université Cheikh Anta Diop, à travers notamment quand le professeur Anta Dialtal était en place, mais ça continue avec ses successeurs, avec l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais aussi la Fondation Pierre Fabre, qui finance les bourses pour cette formation. Et le diplôme s'est étendu en 2023 à l'Université de Lomé parce que c'est un diplôme qui est intitulé vraiment innovation et pratique en santé en Afrique. Donc, toutes les universités, forcément, sont les bienvenues dans le comité pédagogique de cette formation. Alors, la deuxième formation, c'est le master, donc en informatique de santé avec une mention informatique de santé et système d'information en santé qui a été créé en 2022, donc suite à la suite des masters santé publique qui existent déjà à l'université de Bamako, mais dont l'option, il y a une option santé numérique, comme il y a d'autres options, épidémiologie ou santé communautaire. Donc, on a voulu bâtir vraiment sur l'existant pour la pérennité, mais aussi on pense que lorsqu'on doit faire la santé numérique aujourd'hui, on doit avoir, qu'on soit informaticien ou médecin ou quel qu'en soit le profil, on doit avoir une petite base en santé publique pour, en tout cas, maîtriser les processus actuels. Et la troisième chose qu'on fait depuis plusieurs années, c'est aussi d'encadrer au niveau de l'université des thèses de doctorat, donc dans le domaine, mais aussi des thèses de fin d'études médicales ou des pharmacies, c'est-à-dire des médecins ou des pharmaciens qui veulent présenter leurs thèses, mais dans le domaine de la santé numérique et qui vont peut-être s'orienter après vers un master et puis ensuite prendre la voie académique dans ce sens parce que nous pensons qu'il faut beaucoup de compétences dans ce domaine-là. Alors, concernant le DEI, c'est vraiment quelque chose qui est constant depuis plusieurs années maintenant. Donc, nous sommes à la 7e édition vient de s'achever à Dakar. La première édition, c'était en 2018. Donc, l'objectif, ce n'est pas vraiment de donner un diplôme spécialisé à ceux qui viennent, mais ce sont les décideurs, les professionnels de la santé, les professionnels dans le domaine technique, les startups, qu'on essaie de réunir dans un cadre unique vraiment pour essayer de voir comment on peut émerger les innovations d'usage qui sont alignées sur les besoins de la politique de santé des différents pays, mais aussi essayer de cultiver une sorte de savoir et de savoir-faire en termes de développement cohérent, harmonieux et durable des écosystèmes numériques au niveau africain. Parce que la leçon que nous pouvons apprendre les 30 dernières années dans des pays qui ont une certaine maturité et un rapport en France le confirme en 2018, c'est que le virage numérique a été arrêté parce que les gens ont bâti en fait la santé numérique sur des soubassements qui ne sont pas solides vraiment pour retenir, qui font que non seulement la prise en charge coordonnée du patient n'est pas aujourd'hui complètement alignée sur les processus de soins, mais aussi il y a un certain nombre de fragmentations qu'on peut limiter si on commençait par les bases. Donc le but de ce DEI, c'est vraiment de donner à travers 3 modules les bases méthodologiques et conceptuelles de la santé numérique. On parle là dans ces bases de tout ce qui est question d'interopérabilité, de tout ce qui est cybersécurité, droit de santé, hébergement de données, mais vraiment pour donner les notions de base aux professionnels de la santé. On parle aussi dans un second module de tout ce qui est innovation et gestion de projet
notamment en parlant d'évaluation des projets, en parlant de propriété intellectuelle, mais aussi en parlant de la gestion du changement. Et troisième module, c'est les applications de santé. Et tout cela, on le fait avec un volume horaire de 100 heures. Et la formation, elle est hybride. Elle se passe en un mois avec 80% de l'enseignement en ligne et une semaine qu'on organise sous forme d'hackathon où on va réunir les apprenants qui viennent de différents pays, mais avec différentes compétences, les mettre dans un groupe qui sont multidisciplinaires, multi-pays, multi-compétences, pour essayer de réfléchir à monter un projet qui tient la route sur le plan technique, mais sur le plan professionnel et qui est aligné. Et je pense que c'est la partie la plus importante de cette formation. Alors, pour le master, comme je l'ai déjà dit, le master, c'est une option du master santé publique qui existe à Bamako depuis plusieurs années. Le but, cette fois-ci, c'est vraiment d'approfondir les compétences des professionnels de la santé, des informaticiens qui veulent vraiment se spécialiser dans ce domaine-là. Et pour ce master-là, ceux qui vont faire le master, ceux qui ont déjà fait les 3 modules qu'ils ont déjà fait au cours du DI, on tient compte de ces 3 modules. Donc, si quelqu'un a déjà un master 1 en santé publique, on va le prendre directement en master 2. Si quelqu'un a déjà pris aussi des unités d'enseignement en santé publique, on va regarder si ces unités d'enseignement peuvent correspondre à ce qu'il devrait faire en master 1, on va le prendre en master 2. Sinon, la personne devrait s'inscrire en master 1 santé publique et puis ensuite faire l'option informatique de santé et système d'information en santé. Donc, les cibles, ce sont les professionnels de la santé, du domaine technologique, mais aussi les apprenants qui viennent pour faire la santé publique, qui vont choisir l'option, les acteurs, tout acteur socio-sanitaire qui peut justifier. Donc, l'enseignement pour la spécialité s'est fait en 2 semestres avec une approche par compétence. Et sur cet élément, j'insiste dessus parce que j'ai eu la chance d'être la première promotion d'un master que beaucoup d'Africains ont fait au niveau de Marseille, qui était la mention expertise ingénierie en système d'information. Et après ça, vu l'engouement au niveau du continent, j'avais rapproché mon directeur de thèse, le professeur Fieschi, pour qu'on puisse ouvrir ce master à distance au niveau de l'AIF pour permettre aux gens de postuler. Mais après, ce que j'ai constaté quand même, c'est que oui, la formation, le programme en tant que tel était bien, mais parce que je me promène un peu partout en Afrique, je vois certains qui ont ce diplôme quand même, mais sur le plan pratique, en termes de compétences, la compétence n'est pas là. Ce n'est pas que les gens en tant que tels n'ont pas appris, mais ils ont appris la théorie. Donc, fort de cette expérience, ce master-là, on l'a ouvert en ligne, mais ça reste pratique parce que lorsqu'on enseigne un module, par exemple, sur le système d'information, les méthodologies, comment mettre en place, on va demander aux étudiants d'aller chercher tout ce que vous connaissez sur le système d'information, venez exposer. Et ensuite, on devient des facilitateurs et non des gens qui vont simplement enseigner de la théorie. Et pour l'évaluation des compétences, on fait rarement des examens sur table. On va leur dire, OK, vous avez appris comment mettre en place un système d'information. On veut mettre en place un outil au niveau de tel CHU, ou au niveau de tel centre de santé communautaire. Sortez-nous le schéma directeur informatique qui est la feuille de route pour faire ce travail-là. Donc, on fonctionne de cette manière-là au niveau des différents modules, presque tous les modules de ce master. Et enfin, on leur demande un stage pratique d'immersion de 4 mois, donc dans une entreprise qui peut se prendre, qui peut porter sur n'importe quel sujet, les problèmes de santé qui justifient vraiment un stage à ce niveau-là. Donc, pour juste donner quelques chiffres, jusque-là, vous voyez les photos, vous voyez au niveau du DI, on a commencé avec 15 apprenants par an. Maintenant, nous sommes, à partir depuis 3 ans maintenant,
nous sommes à 50 et quelques candidats. Le dernier hackathon qui vient de se passer à Dakar, on était à 56 candidats, donc ça veut dire que ça grandit. Et de 2018 ou 2019 à maintenant, pour le DU, il y a 228 professionnels qui ont des différents secteurs, qui ont été formés, et j'insiste, nos cibles, c'est surtout les équipes qui travaillent déjà dans ce domaine au niveau des ministères de santé, qu'ils soient informaticiens, médecins ou autres, mais aussi ceux qui travaillent dans le secteur public et privé dans le domaine des technologies. Au niveau des masters, nous avons la première promotion, il y avait même une Sénégalaise dans la première promotion, nous sommes à 22 apprenants qui sont formés à ce jour. On essaie aussi pour des questions d'encadrement, pour des questions de qualité au niveau master, de limiter pour l'instant le nombre de candidats et on essaie de monter de façon progressive. Et actuellement, c'est vrai, il y a certains thésards, quand je dis doctorat, c'est doctorat d'université, qui sont déjà sortis, mais actuellement, nous avons 5 thèses de doctorat en cours qui sont soit en co-tutelle avec l'université de Bamako et d'autres universités comme l'université de Genève au Bordeaux ou qui sont complètement inscrites à l'université de Bamako. Et tout ça, les partenaires viennent, comme je l'ai déjà dit, de l'université d'Abidjan, l'université Cheikh Anta Diop, l'université de Lomé, mais nous sommes appuyés complètement, surtout au niveau de la formation continue sur le DI par la Fondation Pierre Fabre. Voilà, donc sur cette photo de notre dernier hackathon à Dakar, je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, nous allons répondre volontiers à ces questions. Merci. Merci beaucoup, professeur Bakayoko, et aussi merci pour cette vision que vous avez d'offrir cette formation qui était dans les modules de l'Université de Marseille, que j'ai eu aussi, moi, la chance de faire. Et je me disais que nous, en Afrique, on n'avait pas cette formation et je vois que la formation est maintenant offerte par votre centre. Donc, je vous remercie et je sais que vous avez eu à faire un travail colossal avec aussi le professeur Pietchi, que je connais très bien aussi, qui était mon encadreur lors de mon mémoire. Donc là, je vous remercie vraiment d'avoir pu avoir cette formation et aussi de porter l'attention sur la pratique, parce que c'était aussi le maillon aussi un peu faible de cette formation. Merci, professeur. Et nous allons passer maintenant à notre troisième et dernier panéliste, Dr Nanam. Donc, vous avez la parole, vous pouvez partager votre écran. Merci. Oui, docteur Nanam, c'est pas mieux de partager tout votre écran. Parce qu'avec ce mode de partage, on ne verra pas les slides passer. Merci. Vous allez partager tout votre écran. Pas juste la présentation. Merci. Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, on vous entend faiblement. Je ne sais pas. Vous m'entendez faiblement? Oui, maintenant ça va beaucoup mieux. L'écran est visible? Allô? Allô, oui, docteur Noël, on vous entend? Oui, je demandais si mon écran était visible. Oui, votre écran est visible, mais je pense que ce n'est pas en mode diapositive. C'est en mode diapo maintenant, je pense. Et c'est pas mieux d'annuler le partage et de repartager avec tout votre écran.
Vous pouvez arrêter le partage et repartager encore, Dr. Nana. Dr. Nana, vous nous entendez? Dr. Nana a quitté, sûrement c'est un problème de technique. Donc, je vous suggère et je vous recommande aussi de poser vos questions au niveau du chat. Nous allons prendre en compte toutes ces questions à la fin de la présentation de Dr. Nanam. Je pense qu'il va nous rejoindre dans quelques instants. Et continuez aussi à vous présenter si ce n'est pas encore fait. Ok, Monsieur Sarkna, bon, peut-être on peut déjà prendre quelques questions déjà, poser quelques questions à nos deux premiers panélistes. Et en attendant que Dr. Nana nous rejoigne, comme ça, on peut gagner du temps. Oui, Dr. Nana, vous pouvez activer votre micro. Votre micro est fermé. OK. Vous m'entendez mieux? Oui, là, on vous entend très bien. Vous pouvez partager votre écran. C'est bon, vous voyez? Oui, là, on voit. Oui, oui, c'était bon. Vous pouvez aller en mode... OK, là, c'est parfait. OK. À vous la parole. Je voudrais encore m'excuser pour la petite interruption qui a été due à un problème d'Internet à mon niveau. Je voudrais saluer aussi tous les panélistes et tous les participants. Je suis content de pouvoir m'associer à cette présentation qui m'a été demandée par Elina. Comme il a été dit, je suis le président de la Société ivoirienne de biosociété à Côte d'Ivoire. C'est à la demande de Elina que je vais essayer de répondre à la préoccupation qui est posée, à savoir comment renforcer les compétences des différents acteurs dans le domaine de la santé de l'Ouest. Il faut savoir que avec la multiplication des différents projets que nous avons dans le domaine du digital, la formation aujourd'hui est bien enjeu, je dirais, stratégique pour les systèmes de santé africains qui sont en pleine mutation. Donc, en guise d'introduction, c'est ce que je peux dire. C'est une présentation que je fais assez rapidement, compte tenu du laps de temps que j'avais. Et dans le contexte de la santé numérique ivoirienne, en Côte d'Ivoire du moins, il faut remarquer que nous n'avons pas de politique robuste en termes de formation. Il n'y a pas d'intégration non plus des outils dans la pratique
des professionnels. On en parle beaucoup, mais sur le terrain, il n'y a pas véritablement d'intégration. Et les ressources humaines ne sont pas suffisamment formées pour pouvoir accompagner le mouvement. Donc la digitalisation, en fait, se fait beaucoup plus rapidement que les acteurs eux-mêmes. Et vous allez constater qu'il y a des acteurs même au niveau de la santé, il y a des professionnels qui ne savent même pas encore utiliser, je dirais, l'outil informatique. À pour votre raison de parler de technologies digitales. Donc, dans ce contexte, il est important de les former. Il est important de les former parce que la formation va permettre d'éviter un certain au niveau des données et surtout la vulnérabilité des systèmes d'information. Et donc éviter il y ait un hiatus, je dirais, entre les technologies et les besoins réels des patients et des soignants. Et donc, tous ces acteurs, savoir les professionnels de santé, les gestionnaires hospitaliers, les décideurs politiques, même les ingénieurs, ils doivent être formés pour pouvoir accompagner le mouvement de digitalisation. Le professeur Bakayoko le disait tout à l'heure, on constate effectivement une rupture de ce tournant numérique parce que les choses n'ont pas été faites comme il se devait. On a mis un peu les charrues avant les bœufs et aujourd'hui, il faut pouvoir rattraper les choses. Et les formations qui doivent être données de notre expérience à partir des échanges que nous avons au cours de nos formations, ça porte sur les questions d'interopérabilité, de gouvernance, de conduite de changement, de gestion, de standards et surtout de gestion des risques en termes de cybersécurité et autres. Donc, voici les domaines qui sont les plus, je dirais, demandés par les professionnels de santé. Voilà. Parce qu'il est important que il y ait, je dirais, une correspondance entre les formations qui sont proposées et puis les besoins des acteurs sur le terrain. Il y a des initiatives qui sont prises au niveau régional avec Elina, notamment le projet SIL Africa, qui est un projet qui est censé permettre aux développeurs, aux implémenteurs, aux techniciens de pouvoir, je dirais, tester leur projet en termes d'interopérabilité et puis passer à l'échelle. Il y a aussi le projet DHALP qui vise la compétence en gestion et en leadership. Et il y a tout dernièrement un projet que Eline a mis en place, qui est le projet Africa on Fire, pour permettre l'adoption des standards, notamment HL7 Fire. Et il y a un regroupement qui est prévu au mois d'août, à partir du 12 juillet jusqu'au mois d'août, sur un mois, pour permettre aux professionnels de la santé et à tous les acteurs du secteur de pouvoir se familiariser avec les standards, de faciliter l'adoption du développement des projets sur la base des standards. Au niveau local et sous-régional, il y a aussi des initiatives qui sont mises en place, notamment au niveau de la Côte d'Ivoire, la licence master en santé numérique est développée par l'Institut national de la formation des agents de santé, qui propose des formations en licence et en master, notamment dans le domaine de la télémédecine, de la gestion des risques infectieux et autres. Et il y a surtout le DU en santé dont le professeur Bakayoko a parlé tout à l'heure, qui est une formation hybride
qui est porté par plusieurs universités et l'Université de Côte d'Ivoire à Abidjan, Houphouët-Boigny, en fait partie. À côté de ça, il y a des formations ponctuelles qui sont non certifiantes, qui sont aussi données par des structures, notamment la Société ivoirienne de biosciences et d'informatique médicale. Il y a l'École nationale d'administration ou la sous-direction de la télémédecine a intégré un programme de télémédecine pour accompagner les agents qui sont formés pour soutenir le système de santé ivoirien. Puis il y a des formations aussi qui sont faites par notre MIT Consultancy, voilà, et qui portent sur tous les domaines du secteur, savoir télémédecine, intelligence artificielle, cybersécurité, gestion de projet. Et ça, nous le faisons en partenariat avec des acteurs à travers l'Afrique et l'Europe. Les recommandations que je pourrais faire, c'est de pouvoir capitaliser sur les différentes initiatives qui existent au niveau sous-régional et au niveau panafricain, pour que l'offre de soins soit mieux structurée et que soit plus profitable aux acteurs du terrain. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer l'initiative du professeur Bakayoko, qui a, je veux dire, tropicalisé le Master A6 auquel nous tous nous avons participé. Vraiment, c'est une bonne initiative et je voudrais que ce soit profitable à l'ensemble des pays africains comme nous sommes d'activité. Donc, je voudrais finir là en disant que la formation en santé aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est un luxe parce que c'est important pour qu'on puisse créer de la masse critique au niveau des acteurs qui sont capables de faire vivre la santé numérique de manière éthique, efficace et durable. Sur ce, je voudrais vous dire merci pour votre écoute. Oui, merci beaucoup, docteur, madame, et aussi de nous avoir aussi rappelé les normes et standards de l'interopérabilité au niveau du domaine sanitaire, le HR7, et aussi l'importance d'avoir les normes pour permettre l'échange entre les données sanitaires, surtout avec notre contexte de fragmentation des systèmes d'information et des systèmes de collecte. C'est important aussi vraiment de pouvoir intégrer, de pouvoir communiquer entre ces différents systèmes. Et cette norme d'interopérabilité HL7 est vraiment important d'utiliser et de pouvoir permettre l'échange de données sanitaires. Merci beaucoup de nous avoir vraiment rappelé ces concepts. Voilà, donc nous sommes à la fin des présentations des trois panélistes. Nous allons passer aux questions. Donc, permettez-moi d'abord de démarrer la série de questions. D'abord, je vais commencer avec Monsieur Moustapha Ader. Pourquoi est-il aujourd'hui crucial d'investir dans la formation en santé numérique en Afrique de l'Ouest et en quoi cela répond-il aux enjeux actuels des systèmes de santé? Merci. Merci, M. Sorna. Permettez-moi de féliciter professeur Bakayoko quand même pour l'initiative de créer ce master-là. Maintenant, pour revenir à votre question, pourquoi est-il aujourd'hui crucial d'investir dans la formation en santé numérique? Bon, moi, comme pour réponse, je dirais que investir dans la santé, dans la formation en santé numérique en Afrique est crucial. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a beaucoup de raisons, mais je vais juste te donner quelques raisons. D'abord, je prends la partie stratégique. Stratégique, pour moi, c'est stratégique, c'est social et c'est sanitaire. Pourquoi? Parce que si cette formation elle est lancée, ça répond de manière directe et pertinente
aux enjeux contemporains des systèmes de santé, qui sont à la croisée des défis d'accessibilité, d'efficacité, de résilience et d'innovation. Et pour ça, je fais une analyse très simple, sur laquelle je vais me baser sur quelques points. D'abord, ça répond aux défis d'accessibilité et d'équité des soins. C'est très important. On sait que tout ce que la ruralité et l'éloignement des structures sanitaires, c'est un problème. Parce que beaucoup de pays africains vivent dans des zones difficiles d'accès. Ça veut dire, dans ce cas, la télémédecine, les dossiers médicaux électroniques et les applications mobiles de santé permettent de désenclaver ces zones et de rapprocher maintenant l'offre des soins des populations. Ce qui permet de former les professionnels à ces outils numériques qui va favoriser une meilleure couverture sanitaire. Ça, c'est de un. Deuxièmement, maintenant, ça permet de renforcer l'efficacité et la qualité des soins. Pourquoi? Parce que les outils numériques permettent une meilleure gestion des données de santé, une prise de décision plus rapide et une coordination interprofessionnelle améliorée. Ça veut dire donc que la formation en santé numérique permet d'outiller les soignants pour utiliser des technologies comme l'IA, la robotique, les bases de données ou encore les systèmes d'aide au diagnostic. Et troisièmement également, ça permet d'améliorer la gouvernance et la planification sanitaire. Je prends un cas très simple. Les ministères maintenant de la Santé ont besoin de données fiables en temps réel pour anticiper et élargir les crises aux crises sanitaires, comme les épidémies, les systèmes d'information sanitaire. Bien géré, il le faut, mais ça aussi nécessite également des ressources humaines qualifiées pour la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. Et autre point également qui est important pour moi, c'est ça permet d'accroître la résilience face aux crises sanitaires. Et tout le monde le sait, la pandémie de COVID-19 a démontré l'urgence de systèmes de santé flexibles, connectés et interopérables. C'est très important, l'interopérabilité entre les différents systèmes. Et l'autre point maintenant, c'est que la santé numérique maintenant, par les outils de télésuivi, de notification rapide et de traçabilité, constitue un pilier stratégique de la réponse aux urgences sanitaires. Et dernier point maintenant, là, on doit créer un écosystème local d'innovation. Il faut former des experts en santé numérique qui va stimuler l'émergence de startups de santé locale capables de proposer des solutions adaptées aux réalités africaines. Les langues, n'en parlons pas, les pathologies et la partie infrastructure. Ce qui va dire, ça veut dire que ça va permettre également de favoriser l'emploi des jeunes diplômés dans les métiers émergents. Et ceci maintenant, ça permettra également de numériser les données de santé, ce qui va impliquer des risques liés à une confidentialité. Ça, il faut le comprendre. La cybersécurité, la protection des données. Ça veut dire que dans ce cas, il faut forcément que la formation puisse permettre aux professionnels d'acquérir les compétences afin de pouvoir protéger les données sensibles, respecter les réglementations comme le RGPD, je prends le cas du Sénégal, le cas de CDP, mais également de renforcer la souveraineté numérique du pays. Donc, en résumé, je dirais que former en santé numérique, c'est anticiper l'avenir des systèmes de santé, mais également, ça permet non seulement de réduire les inégalités d'accès aux soins, mais aussi d'améliorer la qualité, la réactivité et la durabilité des politiques sanitaires. Donc, c'est un levier incontournable pour atteindre les objectifs de développement durable. Donc, notamment, l'ODD 3, à savoir bonne santé et bien-être. Mais aussi, l'ODD 9 qui veut dire industrie, innovation et infrastructure. Donc, sur ce, je crois que c'est très, très important que cette formation soit mise sur place et c'est crucial également qu'il y ait un investissement très fort dans la formation en santé numérique. Merci, M. Sarno. Merci beaucoup, M. Moustapha Der. La réponse est vraiment claire, nette. Et aussi, moi, je retiens un mot qui est très, très important. C'est l'outil d'aide à la décision. Donc, il faut savoir que vraiment, la santé numérique est très importante. Et aussi dans la mesure où nous avons vraiment des données éparpillées. Et là aussi,
le fait de mettre en place l'interopérabilité, de mettre en place des outils numériques, de mettre en place des applications mobiles, ça permet aux praticiens, aux médecins de pouvoir prendre des décisions rapides et tous ces systèmes, si on les utilise bien, vraiment aident à la prise de décision et aussi va améliorer le soin de santé. Donc, merci beaucoup, Monsieur Moustapha Nder. Et pour professeur Bakayoko, donc en tant qu'acteur de terrain, quel impact concret avez-vous observé suite à la montée en compétences numériques des professionnels de santé? À vous, professeur. Merci. Bonjour, merci pour la question. À mon avis, la formation, c'est l'un des piliers, en fait, aujourd'hui, la santé numérique. Et d'ailleurs, sur les piliers d'un environnement favorable de santé numérique, il y a les ressources humaines. C'est vrai que nous avons des ressources humaines sur le plan médical, des ressources humaines sur le plan informatique, mais il y a besoin d'avoir des ressources humaines qualifiées au milieu des deux domaines, avec une mission principale de concilier la santé et l'informatique, parce que le problème aujourd'hui que nous avons, ou le monde entier, ce n'est pas un problème technologique, la technologie elle est mature. Mais comment on fait pour que cette technologie puisse, bien sûr, par exemple, assurer la continuité des soins, et ensuite mieux piloter la santé publique, ça a été déjà dit. Donc, d'autres pensaient que tout était bon jusqu'à l'avènement de la situation Covid. Alors, ce que moi je constate sur le terrain, pour les personnels, les personnes qui sont formées et qui vraiment apprennent les bases, ça influence quand même leur façon de réfléchir sur la politique même de santé numérique à mettre en place, sur le cadre de mise en œuvre de la santé numérique pour que ces objectifs soient vraiment atteints. Mais parmi ceux qui ont déjà fait des formations, je ne citerai pas du nom, mais je sais que d'autres sont retournés dans leur pays, ils étaient à des positions capables d'influencer les choses et ils sont en train vraiment d'influencer. Parce que, encore une fois, le problème de base n'est pas l'outil numérique. L'outil numérique, qu'on le veut ou pas, est là. La technologie va continuer son développement, mais c'est la façon de faire et surtout essayer d'apprendre les leçons de ceux qui ont eu une certaine maturité aujourd'hui pour bien faire les choses, mettre les choses à leur place en commençant d'abord à bâtir des soubassements solides avant de construire la maison santé numérique même avec les différents services. Donc sur ce plan-là, on constate quand même, les gens ne sont pas forcément de mauvaise foi, mais ils doivent apprendre des choses une fois qu'ils sont outillés sur la façon de faire et ils sont capables d'influencer les politiques de santé numérique, même si c'est très difficile des fois pour les techniciens, parce qu'il y a deux vitesses au niveau surtout des ministères de la Santé. La politique veut toujours on va dire des résultats tout de suite, donc il n'y a pas le temps, la conception. Même si le technicien est bien spécialiste en santé numérique, il va dire, OK, commençons d'abord à poser un cadre d'interopérabilité. Le cadre d'interopérabilité, en moins d'une sensibilisation, c'est pourquoi il faut sensibiliser, aussi former d'une manière les décideurs. Les décideurs ne comprennent pas qu'on perd le temps, le cadre d'interopérabilité, alors que c'est un élément important lorsqu'on parle de réglementation. Ces choses-là ne parlent pas à la politique parce qu'on ne peut pas les toucher tout de suite. Ce qui peut parler, OK, on est parti dans un hôpital, on a mis un système d'information, après qu'il soit utilisé ou pas, ce n'est pas ça le problème, après qu'il y ait l'interopérabilité ou pas, mais on est capable d'aller inaugurer ça tout de suite. Donc c'est vrai que les techniciens au niveau des ministères ont du travail. Et l'autre chose que ça a permis comme impact quand même sur mes expériences dans certains pays où c'était très difficile de concilier ministère de la Santé, ministère des Technologies numériques avec les mêmes équipes, ben, avec ces compréhensions, avec ces apprentissages, les gens ont compris quand même que chacun a son rôle à jouer, mais que lorsqu'on parle de santé numérique,
le leadership doit être assumé par le ministère de la Santé, parce que ce n'est pas, par exemple, le ministère du numérique qui peut parler aux médecins dans l'hôpital ou qui peut parler au directeur de l'hôpital parce qu'ils ne répondent pas lui. Mais par contre, le ministère du numérique doit être là vraiment pour assurer toute la partie technique, pour appuyer pour toute la partie technique. Donc tout ça, c'est vraiment des impacts, des bénéfices qui sont qui peuvent, on peut croire que ça tarde à venir, mais lorsqu'on va continuer à former les gens et que les gens continuent d'appliquer ce qu'ils ont appris, surtout en termes de gouvernance, en termes de conduite de changement, en termes de leadership, pour mieux piloter sur le plan méthodologique la mise en place de ces outils-là, je pense qu'on arriverait à mettre en place des systèmes bénéficiant de toutes les leçons apprises qui sont plus résilients que les pays même qui nous ont dévancés dans le domaine, parce que notre terrain est encore relativement vierge, parce qu'il n'y a pas de grands investissements, même si on commence à avoir des investissements comme pour les pays développés. Donc voilà un peu ce que moi j'ai constaté sur le terrain. Et puis pour essayer d'argumenter ces constats, pour la partie DI, par exemple, nous sommes en train de lancer actuellement une enquête auprès de tous les apprenants qui sont passés par là pour voir parmi ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on change, quels sont leurs devenirs actuellement, est-ce qu'ils ont pu impacter avec ce qu'ils ont appris, et puis de façon formelle pour essayer de savoir qu'est-ce que la formation leur a servi. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Et moi aussi, je retiens vraiment cette relation entre le ministère de la Santé et le ministère en tout cas, dans chaque pays, il y a un ministère qui gère le numérique. Donc, c'est vraiment important que chacun puisse jouer son rôle, et aussi de savoir que le ministère de la Santé, le rôle qu'il doit jouer dans cet écosystème, et pouvoir aussi mettre en relation ces deux ministères pour le bénéfice des populations. Donc, je pense que c'est vraiment important. Et donc, je vais passer à Dr Nanam. La question, c'est en tant que président et membre actif de l'INA, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le développement des compétences en santé digitale en Afrique francophone, notamment en Côte d'Ivoire? Merci. Ok, merci pour votre question, qui est assez intéressante. De mon point de vue, le développement des compétences en santé digitale au niveau de l'Afrique francophone, ça reste encore inégal et un peu lent, mais c'est prometteur. On assiste à une prise de conscience croissante au niveau des décideurs, au niveau des jeunes surtout, hein, mais il y a des efforts encore à faire. Hein, parce que ce qui est fait aujourd'hui, c'est encore éclaté, c'est pas encore vraiment institutionnalisé. Et ça fait que souvent les projets sont dépendants, ils restent au stade de pilote, hein, ou bien d'initiative individuelle. Voilà. Si, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a un dynamisme avec des professionnels qui sont assez motivés, des jeunes qui développent et qui sont assez talentueux. Il y a quelques projets publics qui sont mis en œuvre, mais le cadre structurant, il est encore un peu défaillant à mon sens, et ça freine un peu la montée en puissance. Au plan, je dirais régional, c'est vrai que Elina joue un rôle clé avec les programmes que j'ai cités, notamment Africa on Fire, DHRFP, le Stevie Lab. Mais il faut que ces programmes-là, à mon sens, soient contextualisés à l'environnement francophone. Hein.
avec des contenus qui soient bien localisés, soient en lien avec les réalités des praticiens. Voilà, voici ce que je peux dire concernant cette question. Merci, Dr. Nam. Merci aussi vraiment pour cette réponse claire. Donc, je pense qu'aussi nous avons quelques questions dans le chat. Dieudonné, je ne sais pas si vous avez pu identifier toutes les questions. Oui, donc nous avons identifié quelques questions dans le chat. Il y a la question de Madame Sauvé. Je pense si elle est là, elle peut ouvrir brièvement son micro pour poser sa question. Ensuite, nous allons prendre Monsieur Khaled et enchaîner avec Madame Fatima. Merci. Sinon, si elle ne peut pas ouvrir son micro, je vais poser sa question. Donc, elle demande, je suis étudiante en fin de cycle en intelligence artificielle et je m'intéresse particulièrement à l'application de l'IA dans le domaine de la santé. Auriez-vous des conseils à me donner concernant le parcours à suivre ainsi que votre vision sur l'avenir de l'IA dans ce secteur? Donc, M. Soklan, on prend toutes les questions où on répond un à un. C'est à vous de voir. Oui, on peut répondre d'abord la première question. On répond à toutes les questions avant de passer à une question suivante. Donc, je pense que c'est mieux. Ça marche. Je vous laisse attribuer la question alors à l'un des panélistes. Oui, cette question, je ne sais pas si professeur Bakayoko ou M. Nder peut prendre la parole pour apporter des éléments de réponse au Dr. Noam. Donc, OK. Peut-être M. Nder va compléter. Je pense que concernant le parcours, si la question m'a été exactement posée par un étudiant en intelligence artificielle hier à Madagascar où je suis, si la personne veut vraiment faire santé numérique et apprendre, je pense qu'il peut faire, si la personne est au Sénégal, elle peut faire le master de Michender ou le master chez nous, ou un master équivalent. Parce que, comme je l'ai dit, le problème n'est pas, il y a des informaticiens très qualifiés chez nous, mais il faut vraiment, si on veut persévérer dans le domaine de la santé numérique, qu'on ait vraiment aussi des spécialistes dans ce domaine. Donc, avoir un master de plus en santé numérique pour essayer de connaître le background aussi, surtout sur les questions de santé publique et autres, ça peut être très utile pour elle. Et alors, concernant l'avènement de l'IA dans le domaine de la santé, qu'est-ce qu'on pense? Le phénomène d'IA est irréversible. Et moi, personnellement, ce que je pense pour nos pays, si il y a un prérequis. Et ce prérequis, pour moi, ce sont les données. Et qui dit données dit digitalisation. Donc, nos pays doivent aller rapidement avec la digitalisation pour disposer de nos données et entraîner les modèles d'IA sur la base de nos données. Sinon, ça va être catastrophique pour le domaine de la santé. Parce que je donne un seul exemple. On sait aujourd'hui que les scanners, de plus en plus, un seul examen des scanners, c'est 70 images ou 80 images à interpréter et l'être humain ne le fait pas, c'est la machine. Et tout si ces modèles ne sont entraînés, si on dit demain qu'il n'y a pas de scanner sans modèle IA et que tous les résultats sont interprétés par l'IA, et on ne fabrique pas ces scanners chez nous, si ces modèles ne sont entraînés que sur des données, par exemple, des pays occidentaux, on sait qu'on peut avoir des biais. Parce que certaines maladies, par exemple, ne se manifestent pas de la même manière sur la peau noire et la peau blanche ou la peau caucasienne. Donc, nous avons tout à fait intérêt à investir dans la digitalisation, à avoir des données de qualité et de quantité pour entraîner nos propres modèles d'IA. Mais l'autre pan de l'IA, nous avons tout à fait intérêt aussi à travailler sur les protocoles, surtout en termes d'éthique, pour essayer d'encadrer
et de former toute la chaîne, que ce soit les décideurs, donc on peut dire la sensibilisation, que ce soit les acteurs, les professionnels de la santé ou même les informaticiens même, parce que lorsqu'on regarde les conclusions du rapport du Forum économique mondial sur l'IA, c'est très effrayant. On dit que l'IA va, en tout cas, constituer la première menace dès cette année 2025 en termes de désinformation pour nos pays, mais ça va faire partie des 10 premières menaces pour les 10 prochaines années aussi, dans tous les domaines. Donc, à mon avis, oui, c'est utile, mais il faut que nous travaillions sur les prérequis. Merci. Merci, professeur. Je ne sais pas si M. Nder a quelque chose à ajouter. OK, merci. Allez-y. Merci, M. Sarrou. Je vais emboîter le pas à professeur Bakayoko qui a très bien dit, qui a très bien résumé. Parce qu'en principe, l'IA est devenue une réalité. L'IA est devenue une réalité. Je vais juste donner un exemple pour confirmer ce qu'il dit. J'ai animé cette année le congrès africain des chirurgiens de la main. Et j'ai également animé 2 fois dessus également. C'est sur l'IA également, l'IA appliqué au traitement de chirurgie de la main. Et l'autre également, j'ai animé également à 2 reprises également une conférence maintenant pour l'association sénégalaise de dermato. Bon, l'ADM, c'était africaine, qui s'est fait ici au King Fahd. Et la question qui revenait, c'était exactement cette question-là. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de l'IA. L'IA, c'est une réalité. Mais avant de parler de l'IA, il y a des prérequis. OK? Donc, il faut d'abord la phase de digitalisation. Il faut des données, parce que l'IA a besoin de matières premières. Et ça m'a dit combien sont des données. Mais attention, maintenant, il faut qu'on ait des données locales sur lesquelles maintenant les modèles vont s'être entraînés pour avoir de bons résultats. C'est très important. Très, très important. Et là, maintenant, il est question maintenant de faire de la recherche appliquée, mais en utilisant nos données. Et quel que soit le cas, et quelle que soit aussi la formation qui est offerte, donc, il faut toujours une touche IA. Il faut toujours les modules IA à l'intérieur de cette formation-là. Nous, on l'a déjà commencé. Et dans la formation que nous proposons maintenant, il y a des modules de machine learning, OK, et de deep learning également, et de traitement d'image, et qui se basent sur les modèles de l'IA. Donc, ça veut dire que juste pour finaliser, juste pour dire que l'IA est une réalité, on ne peut pas s'en passer, mais n'empêche, on a besoin de données pour entraîner les modèles. Et ces données-là, maintenant, ces données doivent être non données à nous, les données africaines. C'est très important. Si on va avoir de bons résultats, avoir de bonnes précisions, OK, et minimiser le taux d'erreur, on a forcément besoin d'avoir des modèles entraînés sur nos données. Et que ces données maintenant doivent provenir de nos outils, de nos hôpitaux, de nos centres de santé et de nos établissements sanitaires. Et c'est très important. Mais il faut d'abord une phase de digitalisation, de un. De deux, il faut également que les données soient agrégées quelque part. Ça veut dire il y a 2 niveaux. Il y a le niveau transactionnel et le niveau analytique. Donc, côté transactionnel, il faut qu'on ait des applications, des plateformes assez robustes pour gérer le fonctionnement des métiers de tout ce qu'on a comme centre de santé, comme établissement sanitaire, tout, du début jusqu'à la fin. Après ça, maintenant, mettre en place une politique maintenant qui va agréger les données quelque part. Et quand ça sera agrégé, maintenant, il faut qu'on ait ce qu'on va appeler entre guillemets un endpoint de données qui va converger toutes les données que nous avons et que cet endpoint de données également puisse être utile comme base de connaissances afin d'aider les décideurs à prendre la bonne décision. Mais pour ça, il faut qu'on ait assez de données, on ait de bons modèles qui soient bien entraînés pour avoir de bonnes prises de décision. Merci, ce que je voulais ajouter. Merci, M. Nder. Donc, je pense qu'il nous reste 5 minutes. On va essayer de prendre d'autres questions. Et je pense que la question de
Monsieur Halep parle aussi de l'IA. Et aussi, je pense qu'aussi le professeur Bakayoko et monsieur Nder ont apporté quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si monsieur Halep veut ouvrir son micro et ajouter quelques éléments ou bien si les réponses des deux panélistes sont satisfaisantes. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Allez-y. Oui, donc je trouve déjà, j'aimerais vous remercier pour ces plusieurs présentations très intéressantes. Et je sens que les choses vont dans le bon sens et ça fait vraiment plaisir. Alors, concernant l'IA, pour avoir implémenté des solutions de dossiers partagés dans quelques pays en Afrique subsaharienne, j'ai souvent été confronté, surtout dans les centres de santé, dans la santé primaire, à des difficultés. Bien sûr, ça dépend de l'état de développement les pays ne sont pas les mêmes, les états de développement. Mais dans beaucoup de pays, il y a le problème de l'électricité, problème de la formation. Ben, c'est le sujet même de la présentation aujourd'hui. Donc, des gens qui ont besoin d'être soutenus, de la former, les problèmes d'électricité, comme vous savez, d'Internet dans certaines régions un peu éloignées. Et quand je vois beaucoup de discussions sur l'intelligence artificielle, oui, c'est le futur. Et j'aime bien qu'on a parlé de prérequis sur les données, oui, mais je trouve qu'il y a aussi des prérequis quand on parle de santé primaire, surtout si on veut un développement durable du pays, il faut qu'il soit égal, c'est-à-dire pas seulement dans les grandes villes et dans la santé secondaire et tertiaire, mais aussi dans les santé primaires. Donc pour avoir ce développement égal et durable, comment vous voyez justement l'évolution de l'IA quand dans certains coins du pays, il y a des difficultés encore, des prérequis encore de base, on va dire. Merci. Merci, M. Halep. Et je pense que, comme vous l'avez dit, on a encore du chemin à faire. Et vous l'avez bien dit, les soins primaires aussi sont très, très importants. Nous parlons plus de la digitalisation, de collecte de données, mais il y a l'aspect de soins primaires qui est important, qui est aussi vraiment le premier contact, si je peux le dire, avec la population, avec le patient. Donc, voilà, je ne sais pas si au niveau de nos trois panélistes, si quelqu'un peut juste apporter un élément de réponse en quelques minutes, en une minute, si possible. Oui, si vous le permettez, je peux. Bon, je suis d'avis avec M. Khaled, il a parfaitement raison. Il faut voir que, comme il a si bien dit en commençant ses propos, les niveaux de développement ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que je prends un exemple, quand vous venez à Dakar, vous pouvez avoir de bons hôpitaux qui ont un bon cadre, mais quand vous vous éloignez un peu, dans le cas du Sénégal, il se pourrait que vous soyez dans une zone où il y a beaucoup d'éléments primaires qui manquent. OK? Donc, ça, vous avez raison. Mais dans tous les cas, l'un dans l'autre, il faut que tous les problèmes soient pris en compte et soient réglés parce qu'il y a beaucoup de prérequis. Les données sont des prérequis, mais il n'y a pas que les données. Donc, il y a d'autres également prérequis sur lesquels il faut également mettre l'accent et préparer le terrain, comme on dit, et pour avoir maintenant toutes les bases qui soient bien ficelées afin d'avoir un bon pipeline qui peut prendre de bout en bout les solutions innovantes qui peuvent être proposées en sachant que tous les maillons faibles comme forts sont pris en compte. Et je rejoins ce qu'il a dit, mais il y a toujours des prérequis à gérer à des niveaux différents. Donc, il faut que tous ces éléments soient pris en compte pour avoir un bon système. Parce qu'un système, c'est un tout. Un système, c'est un tout. Donc, si on va avoir un bon système, un système qui soit efficace, il faut tout gérer de bout en bout. Merci. OK. Merci, M. Nder. Donc, je pense que nous sommes à la fin. Je vais juste essayer de répondre à Mme Yacine Sarr. Donc, juste aussi parce que nous, on a eu à implémenter des systèmes d'information dans des hôpitaux, dans des centres de santé.
D'abord, il faut d'abord faire une évaluation du contexte des hôpitaux, du contexte des centres de santé des districts. D'abord, il y a cet aspect de réticence que vous dites, mais moi, je me dis que c'est plus la charge de travail. Donc, si vous voulez mettre en place un système, souvent, eux, ils pensent que c'est une charge de travail de plus que vous leur apportez. Et à la fin, ils vont se dire que non, nous n'allons pas utiliser le système. Mais il faut d'abord analyser le système, analyser le contexte. Comme par exemple, au niveau des laboratoires, nous avons implémenté un système. Mais avant, nous avons fait une analyse et nous nous sommes rendus compte que d'abord, il y a un manque de personnel. Ce que nous avons fait, c'est de discuter avec le personnel et de mettre le système en réseau, donner à chaque utilisateur juste la possibilité de remplir une partie infime de l'information, l'autre va compléter, l'autre va valider. Donc, et après, à la fin, leur montrer la possibilité de faire avec les données déjà saisies dans le système, et ils ont vu que ça leur apporte un gain dans leur travail et aussi de produire des rapports. Il faut aussi prendre en compte ces éléments-là. Donc, juste pour ne pas déborder notre webinaire, je sais qu'il y a d'autres qui ont d'autres responsabilités. Je vais passer la parole à M. John Donnet et aussi remercier à nos j'espère les trois panélistes qui ont fait une présentation sur le domaine, et je pense que tout a été utile pour chacun de nous, et remercier aussi les participants qui ont bien voulu joindre notre webinaire. Merci et je donne à toi la parole. Merci. Merci, M. Sokna. Merci à nos différents panélistes. Juste avant de partir, nous allons vous demander d'évaluer le webinaire. Donc, cela nous permet de nous améliorer. Donc, on a partagé un lien dans le chat. Vous pouvez juste cliquer sur le lien. Vous allez avoir accès à un Mentimeter. Donc, je vous partage l'onglet. Ou bien vous allez sur menti.com, vous utilisez le code 3143. Donc, dès que vous vous connectez, je vais voir ici. Nous allons rapidement passer en revue l'évaluation du webinaire et nous permettre aussi de voir si vous avez certains sujets que vous pouvez proposer pour les prochains webinaires. Parce que c'est de ça que nous tirons aussi les sujets de nos webinaires en fonction de ce qui intéresse l'audience aussi, ce qui nous permet d'avoir des séances comme celle d'aujourd'hui qui sont assez informatives pour tout le monde. Ça marche. Donc, si vous êtes connecté, nous allons procéder. Vous pouvez aussi scanner ce code QR qui apparaît à l'écran, je pense. Nous allons procéder à l'évaluation rapidement. Donc, comment avez-vous apprécié le sujet du webinaire? OK, ça marche. Et quel sujet pour la prochaine séance? Donc, OK, vous avez beaucoup voté pour les objets connectés et aussi la stratégie de santé digitale. Si vous avez d'autres sujets à proposer, vous pouvez aussi cliquer sur « Autres sujets ». Comme ça, au niveau de la prochaine slide ici, nous allons voir quels sont les autres sujets. Donc là, pour l'instant, tout le monde n'a pas encore répondu. Très bien. Vous pouvez nous joindre l'évaluation en cliquant sur le lien qu'on a mis dans le chat ou en allant sur menti.com et vous mettez le code qui est en haut là-bas. Très bien. Voilà. Excellent. Nous allons passer au dernier slide. Donc, quels sont les autres sujets? Déjà, je vois déjà des sujets.
développer les applications mobiles pour les acteurs communautaires, la santé digitale au Sénégal. Si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à les faire. De toute façon, le lien va rester actif encore un bon moment, ce qui va vous permettre, si vous avez des idées de, voilà, recherche en santé numérique, apport de l'IA dans la recherche, très bien. Donc, n'hésitez pas à proposer vos différents thèmes qui vont être l'objet d'examen par le bureau de la communauté, pourquoi pas apparaître dans l'un de nos prochains cafés santé. Excellent. Donc, yes, continuez de mettre cela. Donc, je vous remercie franchement pour cette présentation, pour votre participation, pour vos contributions. Je remercie M. Sorlan pour la modération, M. Moustapha Der pour son apport, Dr Nana qui nous a rejoint à la dernière minute dans ce panel, mais qui a vraiment apporté un point de vue très qualitatif sur le sujet. Professeur Bakayoko qui nous a présenté une très belle initiative qui couvre toute la sous-région ouest africaine. Et c'est aussi le message que l'on veut renvoyer d'une santé numérique ouest-africaine vraiment inclusive et aussi la vulgarisation toujours, le partage d'informations sur la santé numérique et afin de permettre aux professionnels et même aux non-professionnels du secteur de pouvoir être au courant de ces initiatives-là pour que demain on ait des politiques publiques, des opinions en faveur de la santé numérique qui soient précis et adaptés au contexte africain. Donc, je vous invite à continuer de travailler sur le lien Menti et je vous remercie pour votre participation et je vous souhaite une très bonne suite de journée et à très bientôt pour un prochain café.